On a tous connu ça, une pièce essentielle qui casse, et impossible de la remplacer. Le fabricant n'existe plus, les plans sont perdus, alors on jette tout? Eh bien pas forcément. Il existe une technique presque magique pour faire renaître ce qu'on croyait irremplaçable. Ça s'appelle la rétroconception, une sorte d'ingénierie à l'envers. La question est simple, mais elle peut coûter des fortunes. Comment on fait pour réparer quelque chose quand il n'y a plus de plan? Que ce soit une machine industrielle vitale ou une pièce de collection unique, le problème est le même. La notice de montage a disparu. Heureusement, il y a une solution vraiment maligne. Allez, pour bien comprendre de quoi on parle, prenons un exemple très concret. Un vrai cas d'école. Ok, imaginez la scène. Une usine tourne à plein régime, et là, paf, le couvercle d'une pompe super importante se fissure. Problème, l'entreprise qui l'a fabriquée a mis la clé sous la porte il y a des années. Plus de schéma, plus de plan, plus rien. La chaîne de production est à l'arrêt complet, c'est la panique. Alors, on est bloqué, c'est ça? Eh bien non. Face à ce qui ressemble à une impasse totale, il y a une solution. Une solution à la fois élégante et super puissante. C'est là, précisément, que la rétroconception fait son entrée. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, la rétroconception? C'est tout simple, on prend le processus de fabrication normal et on le retourne comme une chaussette. Au lieu de partir d'un plan pour fabriquer un objet, on part de l'objet physique, même cassé, pour recréer son plan numérique. On crée ce qu'on appelle un jumeau numérique, un modèle CAO prêt à être envoyé à une machine. Et attention, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. C'est une méthode reconnue depuis longtemps, et même par la loi. Dès 1974, la Cour suprême américaine a dit que c'était un moyen juste et honnête de remonter le fil, de deviner comment un objet a été fabriqué en l'étudiant. C'est de l'ingénierie de la pure déduction, pas de la simple copie. La nuance est importante. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se passe? Comment on transforme ce fameux couvercle cassé en un fichier numérique tout neuf, prêt à l'emploi? En fait, le processus est assez logique et il se déroule en 3 grandes étapes. Alors voilà les 3 phases. D'abord, la numérisation, qu'on appelle aussi le scanning. Ensuite, le traitement des points, où on va faire le tri dans les données. Et pour finir, le développement du modèle. C'est là qu'on finalise le jumeau numérique. C'est simple, on scanne, on nettoie, on construit. La première étape, donc, c'est la numérisation. C'est le point de départ de tout. On prend un scanner 3D et on va littéralement photographier la pièce sous toutes ses coutures, mais en 3D. Le scanner ne prend pas une photo. Il capture des millions et des millions de points à la surface de l'objet. Le résultat, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. C'est un peu comme un fantôme numérique de la pièce, une copie parfaite de sa forme qui flotte dans l'ordinateur. Et quand on regarde ce nuage de points, c'est assez bluffant. Chaque petit point a ses propres coordonnées dans l'espace. Un X, un Y et un Z. Et quand on met tous ces millions de points ensemble, eh bien ça forme une sorte de constellation en 3D qui dessine la forme exacte du couvercle. La précision est juste incroyable. Bon, maintenant, on a ce nuage de points, mais c'est encore un peu le bazar, c'est de la donnée brute. La deuxième étape, c'est de faire le ménage. On enlève les points inutiles, les erreurs, le bruit, comme on dit, et surtout, on va relier tous ces points entre eux, un peu comme un jeu de points à relier pour enfants, mais en 3D et avec des millions de points. Ça va créer une surface, un maillage numérique. Et voilà le résultat. Les points ne sont plus tout seuls dans leur coin. Ils sont devenus les sommets de milliers, voire de millions de petits triangles. Tous ces triangles, mis bout à bout, ça forme une sorte de peau numérique, un filet qui épouse parfaitement la forme de l'objet. On a maintenant une surface, un squelette digital. On y est presque. Troisième et dernière étape. Ce maillage, c'est bien, c'est une surface. Mais pour une machine, ce n'est pas encore assez intelligent. C'est un peu comme une coquille vide. Le but ici, c'est de transformer cette coquille en un objet solide, un modèle CAO, un vrai jumeau numérique, avec des surfaces lisses, des volumes, une masse, bref, toutes les infos dont une machine a besoin pour le fabriquer. Et voilà le Graal. Ce n'est plus juste une image 3D. C'est un modèle solide, propre, intelligent. Le plan qui avait été perdu, il vient d'être recréé de toutes pièces. Et avec ce fichier, on peut faire ce qu'on veut. L'usiner dans un bloc de métal, l'imprimer en 3D. On peut refabriquer un nouveau couvercle à l'identique. Mission accomplie. Ok, on a vu le processus, mais revenons un peu en arrière. Comment est-ce qu'on fait, concrètement, pour capturer tous ces points? Il y a toute une panoplie de technologies pour ça, c'est assez fascinant. En gros, il y a 2 grandes écoles. D'un côté, la numérisation avec contact. Là, c'est une petite pointe, une sonde, qui vient toucher physiquement la pièce, point par point. C'est ultra précis, au micron près,
parfait pour des contrôles de qualité très poussés. De l'autre côté, la méthode sans contact. Là, on ne touche à rien, on utilise de la lumière ou un laser qui se réfléchit sur la surface. C'est souvent plus rapide et c'est génial pour les formes très compliquées ou les objets qu'il ne faut surtout pas abîmer. Et dans cette famille du sans contact, il y a plein de techniques différentes. Il y a le laser par triangulation, qui est très commun et précis, la lumière structurée, où on projette des motifs lumineux comme des rayures sur l'objet pour voir comment il se déforme. Il y a aussi le temps de vol, qui calcule la distance en mesurant le temps que met la lumière pour faire un aller-retour. Et puis il y a le top du top, une méthode vraiment à part, la tomographie. La tomographie ou le CT scan, c'est vraiment incroyable. Pensez à un scanner à l'hôpital, celui qu'on utilise pour voir à l'intérieur du corps humain. Eh bien là, c'est la même chose, mais pour une pièce de moteur ou un objet d'art. Les rayons X passent à travers la matière et ça permet de scanner non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. On peut voir les structures cachées, les défauts, sans avoir besoin de scier la pièce en deux. C'est comme avoir des super pouvoirs. D'accord, on a sauvé notre pompe, c'est super. Mais au fond, pourquoi est-ce que cette technologie est si révolutionnaire? Eh bien, ces applications vont bien au-delà de la simple réparation. Elles sont en train de changer la donne dans plein de domaines. Les possibilités sont juste énormes. On peut évidemment réparer des pièces, mais on peut aussi les améliorer. Analyser un produit concurrent pour faire mieux, par exemple. Dans le médical, on peut scanner l'os d'un patient pour créer un implant sur mesure qui s'adaptera parfaitement. On peut aussi sauvegarder notre patrimoine, scanner une statue antique fragile pour en avoir une copie numérique éternelle. Et bien sûr, pour les inventeurs, c'est un outil de prototypage ultra rapide. C'est vraiment un pont entre le réel et le virtuel. Tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu vertigineuse. Si on est capable de numériser et de recréer n'importe quel objet qui existe déjà, alors quelle est la prochaine étape? La prochaine frontière de la création? Finalement, la seule limite, c'est peut-être plus la matière ou les machines, c'est peut-être tout simplement notre propre imagination.